En général, les tueurs agissent seuls, mais parfois le destin les réunit, créant les alliances les plus bizarres et les plus dangereuses, dont les atrocités laissent les pages les plus horribles et les plus sanglantes de l'histoire criminelle. Cette Jean Westbrook était pour beaucoup un exemple inspirant d'un amour sincère de la vie et des gens. Elle avait une foi inébranlable en Dieu, en la bonté et en la justice. Comme le reconnaissent ses proches, tout ce qu'elle faisait était accompli avec beaucoup d'amour. Elle est née le 28 décembre 1938 dans la petite ville de Waynesboro, dans le Mississippi, aux États-Unis, avec une population de 5000 habitants. Bien des années plus tard, avec son mari Cecil, elle s'est installée à Bryn, au Texas, en 1978. À l'époque, il s'agissait également d'une petite ville avec une communauté locale très soudée où tout le monde se connaissait bien et ne fermait même pas sa porte à clé la nuit. Le niveau de criminalité tendait vers zéro, mais, comme le temps l'a montré, même dans de tels endroits, il y a des incidents d'une terrible cruauté qui bouleversent complètement la vie de ces villes. Lorsque le couple a déménagé, Westbrook a espéré une vie meilleure et s'est installé dans une grande maison de style ranch. Peu à peu, le couple a fait de cette vieille maison inesthétique un véritable nid douillet. Ils ont effectué des réparations, l'ont décoré avec de nombreux souvenirs, l'ont habillé de bois massif et ont acheté de beaux meubles. Tout cela a transformé le ranch, qui est devenu l'accomplissement du rêve du couple. Le couple aimait vraiment la maison et considérait le déménagement comme l'une des meilleures décisions de leur vie. Au cours de sa vie de couple, Westbrook a élevé 2 fils et une fille. Toutes se souviennent de la relation des parents comme d'un exemple à suivre. Malgré des décennies de vie commune, ils semblaient toujours s'aimer sincèrement. Le couple a entretenu des relations amicales avec de nombreux voisins, qui les considéraient tout comme des personnes de confiance. Immédiatement après le déménagement, ils ont commencé à participer activement à la vie de la communauté locale, en particulier Vera, ce qui, pour l'héroïne de l'histoire, a été l'un des moments les plus importants de sa vie. Tous les dimanches, elle assistait aux services religieux et participait aux cours de l'école du dimanche. Pendant son temps libre, et à peignait, elle était même membre de l'Art League. L'une de ses activités favorites à la maison était la poterie. L'idylle familiale a duré jusqu'à la fin des années 90, lorsque le mari d'Etta, Cecil, est tombé gravement malade. Pendant plus de 10 ans, sa femme s'est occupée de lui jusqu'à sa mort en 2006. Malgré la perte de l'être cher, qu'elle a durement ressentie, la femme n'a pas abandonné. Même après cela, pour le bien de ses enfants et petits-enfants, elle est restée positive et active et a rejoint le groupe de personnes âgées isolées de l'Église, où elle a non seulement reçu du soutien, mais en a aussi donné à tous ceux qui l'entouraient. Le dimanche 3 juin 2007 était un jour de congé ordinaire pour l'héroïne de cette histoire. Bien sûr, immédiatement après le petit déjeuner, elle s'est rendue à l'église pour l'office. Des amis l'ont invitée à déjeuner au restaurant, mais elle a décliné l'invitation parce qu'elle voulait préparer le dîner à la maison. Etta, 68 ans, est rentrée chez elle et a contacté son fils cadet, Randy, mais n'a pas réussi à le joindre. Vers 13 h, elle lui a laissé un court message vocal. C'est la dernière fois que son fils a entendu la voix de sa mère, personne d'autre n'a pu la joindre. Le 4 juin 2007, les services d'urgence de la ville ont reçu un appel pour une alarme automatique provenant de la maison. 2 officiers de police ont répondu à cet appel. Ils étaient persuadés qu'il s'agissait d'un faux appel de routine auquel il leur suffisait de répondre et de retourner au poste. Le fait est qu'il y avait eu un violent orage la nuit précédente, que des équipements étaient en panne dans toute la ville et que des alarmes automatiques s'étaient déclenchées à plusieurs reprises. Toute la nuit, la police a été perturbée, les pannes se sont poursuivies. Et le matin, tous ces appels étaient faux, sans aucun signe d'effraction ou de délit. Surpris, les propriétaires ont laissé entrer les patrouilleurs, qui sont repartis après quelques minutes de vérification. Malgré la confiance des agents des forces de l'ordre, la visite de la maison de Westbrook s'est déroulée différemment. L'un des agents qui a répondu à l'appel connaissait personnellement la famille. Elle a immédiatement remarqué qu'une voiture était garée dans l'allée devant la maison, ce qui signifiait que le propriétaire devait être à l'intérieur. Cependant, personne n'a répondu aux coups frappés à la porte ou à la sonnette. Les policiers ont fait le tour de la maison et ont regardé par la fenêtre de l'arrière-cour. Ils ont vu du poulet cru et d'autres aliments qui avaient été laissés sur la table de la cuisine. Ce faisant, ils ont constaté que la femme n'avait pas pu voyager loin et longtemps. Il était évident que la femme était occupée à des tâches ménagères. À partir de ce moment, la police s'est inquiétée, cet appel n'était manifestement pas comme tous les autres.
Il se dirige vers la porte de derrière, qui ne semble pas fermée à clé. En pénétrant à l'intérieur, les agents ont immédiatement vu une femme de 68 ans allongée sur le sol, face contre terre. Ses cheveux semblaient mouillés, mais ils étaient en fait couverts de sang. La police scientifique et les inspecteurs ont été appelés sur les lieux. La victime se trouvait dans le salon, sa main gauche restait serrée en un point et sa main droite était sous son corps. Dans un premier temps, les forces de l'ordre ont pensé qu'elle s'était éteinte volontairement, la position du corps faisant penser à une balle dans la tête. Cependant, lorsque la femme a été retournée, il s'est avéré qu'elle n'avait pas d'arme dans la main et qu'il n'y en avait pas non plus près du corps. Les détectives ont envisagé la version du meurtre, mais n'ont pas pu catégoriser définitivement l'incident, faute d'informations suffisantes. Aucun signe de lutte n'a pu être trouvé, il n'y a pas eu de fenêtre ou de porte brisée, et les affaires et les meubles à l'intérieur étaient toujours en place, ce qui fait que l'incident ne ressemble pas à un cambriolage. Pendant que les policiers continuaient à inspecter la maison, le corps de la jeune femme a été envoyé à Austin pour y subir un examen médico-légal. Soudain, alors que les agents de la police scientifique travaillaient sur la scène d'un crime potentiel, une voiture s'est arrêtée devant la maison et un homme en est sorti. Il a tenté de pénétrer à l'intérieur, mais les agents lui ont barré la route. L'homme s'est avéré être Curtis Westbrook, âgé de 41 ans, le fils aîné de la défunte. Il est allé directement chez sa mère lorsqu'il a appris ce qui s'était passé. Il lui a fallu quelques heures pour arriver à destination. À ce stade, la police ne pouvait pas encore dire avec certitude ce qui avait conduit à sa mort, mais elle penchait pour le meurtre. Un échantillon d'ADN a été prélevé sur Curtis et la police s'est entretenue avec l'homme afin de clarifier les événements qui ont conduit à la tragédie. Après une autopsie, le médecin légiste a déterminé qu'il s'agissait bien d'un homicide. Il s'est avéré qu'elle avait reçu une vingtaine de coups à la tête avec un objet contondant, très probablement un objet métallique, car des fragments de peinture rouge et des particules microscopiques de métal ont été retrouvés dans certaines des blessures. La brutalité de l'attaque semble scandaleuse. De multiples fractures du crâne, même le cuir chevelu a été déchiré. Bien sûr, ces blessures ont été fatales, mais ce ne sont pas les seules que la victime a subies. Apparemment, la femme s'est violemment défendue. Le médecin légiste a constaté de nombreuses blessures défensives sur les bras et le haut de la poitrine. Le spécialiste a également constaté que son larynx était brisé, ce qui indique qu'elle a été étranglée, probablement dans un accès de rage ou sous l'influence de substances illicites lourdes. Le plus étrange, c'est que le tueur a étranglé la femme après sa mort. Le 8 juin de la même année, un service commémoratif a été organisé dans l'église que la victime avait fréquentée de son vivant. Des centaines de personnes ont assisté à la cérémonie, familles, amis, membres de la communauté choqués par ce qui s'était passé. C'était la plus gentille des femmes âgées, une chrétienne et une mère dévouée, et il n'était pas question d'établir un lien avec la criminalité, la maladie mentale ou tout autre contexte. La police était pressée de trouver l'auteur du crime et de le punir. Une fois les craintes confirmées, les inspecteurs sont retournés à la maison. La maison a été bouclée, et la première chose utilisée a été le luminol, qui, sous une lumière ultraviolette, peut détecter des traces de sang même microscopiques. Cela ne fait que souligner une fois de plus la brutalité de l'attaque. Dans l'obscurité, la pièce a littéralement explosé avec de nombreuses projections de gouttelettes de sang qui ont éclaboussé les murs et même le plafond. Plusieurs taches ont été trouvées dans la cuisine. Elles débouchent sur le salon, ce qui signifie que le premier coup a été porté près de la table à découper où la femme essayait de faire cuire le poulet. Des cheveux ont été retrouvés dans la cuisine, ainsi que du sang dilué dans l'évier. Après le massacre, l'auteur a probablement essayé de se laver les mains. Des échantillons d'ADN de l'agresseur ont été prélevés et envoyés pour des tests médico-légaux. La brutalité de cette attaque est rédhibitoire, tout indique que l'auteur doit être une connaissance assez proche de la femme et qu'il a un motif personnel sérieux. Les inspecteurs s'intéressent d'abord à Curtis, qui est le seul parent vivant dans l'État. Son alibi est considéré comme faible. De plus, il est le premier des proches de la victime à se rendre sur les lieux du crime quelques heures seulement après la découverte du corps. L'homme est devenu un suspect. Curtis a affirmé qu'il se trouvait à son domicile de Dallas, mais aucun témoin n'est venu corroborer son récit. Bien entendu, le fils de la victime a insisté sur le fait qu'il n'était pas impliqué dans le crime. Les détectives ont vérifié la géolocalisation de son téléphone portable et de sa voiture.
Il s'avère qu'il était bien à Dallas quelques heures avant la mort de sa mère et qu'il n'a pas pu être impliqué dans le massacre. Il a ensuite été décidé de vérifier l'ordinateur de la femme. Les enquêteurs ont découvert qu'elle avait récemment utilisé activement l'Internet, notamment en visitant des sites de rencontres. Ce fait a fourni de nouveaux indices. La femme âgée aurait-elle pu trouver la mort sur Internet? Les fils de la défunte ont démenti, selon eux, leur mère était conservatrice à l'égard des technologies modernes, qui lui étaient transmises avec difficulté. Lors de la dernière visite de Curtis, quelques jours avant sa mort, elle pouvait à peine utiliser le courrier électronique. Il estimait que l'utilisation d'un site de rencontre était une tâche impossible pour elle. Cependant, après avoir vérifié les correspondances, les enquêteurs n'ont rien trouvé de valable. Elle n'a organisé aucune rencontre avec qui que ce soit et a communiqué de manière neutre. Selon le bureau du médecin légiste, il s'est écoulé très peu de temps entre sa mort et le message vocal, envoyé à son fils cadet vers 13 heures. L'examinateur est convaincu qu'elle a été tuée presque immédiatement après l'appel, mais au plus tard à 14 heures. La police a parlé aux voisins de la victime, mais personne n'a remarqué quoi que ce soit de suspect. La seule famille qui n'a pu être jointe vivait dans la maison d'en face, mais il s'est avéré qu'elle avait déménagé. Les enquêteurs ont invité les fils de la femme à entrer dans la maison parce qu'ils étaient déjà venus souvent et qu'ils auraient pu remarquer quelque chose de suspect. Le plus jeune fils, Randy, n'a pas trouvé dans le garage le bâton en fer que sa mère utilisait habituellement pour tenir la porte du four à poterie. L'outil correspondait à la description de l'arme du crime, il était également recouvert de peinture rougeâtre, dont des particules ont été retrouvées lors de l'autopsie. Un autre objet similaire se trouvait dans le garage, à côté de la boîte à outils. Randy a confirmé qu'il s'agissait d'un outil de rechange. Après l'avoir analysé, les inspecteurs ont remarqué que le sac de la mère se trouvait à un endroit inhabituel, à côté du lit dans la chambre à coucher, alors qu'elle gardait habituellement ses sacs dans le salon. Après vérification, il s'est avéré que le portefeuille de la femme avait disparu. Un message de la banque est apparu sur son répondeur, qui mettait en garde contre d'éventuels paiements frauduleux effectués depuis son décès. Un indice précieux est enfin apparu. L'auteur probable du crime a utilisé les cartes de sa victime. L'organisme de crédit a coopéré activement dès qu'il a eu connaissance de l'incident, de sorte que les enquêteurs ont facilement obtenu des données sur les transactions, le montant total des paiements frauduleux s'élevant à environ 1,5 million de dollars. Dans la nuit du jour du meurtre, le criminel s'est arrêté dans un motel, puis est apparu dans plusieurs magasins. Tous ces lieux ont été contrôlés, les gérants et les vendeurs ont été interrogés, des séquences vidéo ont été collectées, en tenant compte des intervalles de temps fournis par la banque. C'est ainsi qu'il a été possible de retrouver le même jeune homme apparaissant dans plusieurs vidéos, accompagné d'une femme plus âgée. Finalement, l'un des guichetiers a reconnu le suspect sur la vidéo. Il s'agit de Christian Olson, âgé de 19 ans. Les inspecteurs se sont rendus au domicile de ses parents, dont la mère a indiqué que le jeune homme perturbé ne vivait plus avec eux depuis longtemps. En fait, il avait emménagé dans la maison d'en face, où vivait la famille Lloyd. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler, un mandat d'arrêt est lancé contre le jeune homme, mais il a déjà disparu. Peu après, il est réapparu dans un autre supermarché, accompagné d'une femme adulte. Le jeune homme a été arrêté et son compagnon a également été placé en détention. Christian s'est comporté calmement pendant l'interrogatoire. Ce n'était pourtant pas sa première arrestation. Il savait simplement comment se comporter dans une situation similaire. Malgré son jeune âge, Olson a déjà eu de nombreux démêlés avec la justice. Cependant, cela n'a pas toujours été le cas, ses camarades de classe le décrivaient comme un homme très intelligent et calme, qui s'accommodait bien de tout ce qu'il entreprenait. La situation a changé à l'adolescence, lorsqu'il a cessé d'étudier et a quitté de plus en plus souvent le domicile familial, s'attirant régulièrement des ennuis. Au cours de la même période, il est devenu très secret, a presque cessé de communiquer avec ses parents et, même avec ses amis proches, semblait cacher quelque chose. Quelques mois après son 14e anniversaire, Christian a été arrêté pour la première fois pour avoir utilisé une carte de crédit, qui s'est avérée être volée. En conséquence, le jeune homme a été envoyé dans une prison pour mineurs, mais il a été placé dans un programme de libération conditionnelle qui lui a permis de rentrer chez lui presque immédiatement. Il a été condamné à une mise à l'épreuve formelle, pendant laquelle il a dû porter un bracelet spécial à la cheville. Bien entendu, tout cela ne s'est pas bien passé, car le jeune délinquant a ressenti un sentiment d'impunité.
Il a piraté les dispositifs de repérage à plusieurs reprises et s'est fait prendre après avoir enfreint le couvre-feu et volé de l'argent à sa mère. En raison de la violation de sa liberté conditionnelle, il s'est retrouvé dans un camp de redressement pour jeunes délinquants. Il n'y avait que des choses positives à dire sur ce type, mais les choses ont immédiatement changé lorsqu'il est rentré chez lui pour le week-end. Les violations systématiques des conditions de la probation se sont poursuivies, il a manqué l'école, a tenté à plusieurs reprises de couper le bracelet. Pour que le jeune homme reçoive une éducation secondaire, il a été envoyé dans une institution spéciale pour l'éducation des adolescents en difficulté. Les règles y sont encore plus strictes que dans l'établissement précédent, mais cette solution lui permet de recevoir une éducation. Le comportement du jeune homme ne s'est pas amélioré, il a fini par être pris en charge par le service des affaires juvéniles du district. Dans le cadre de son adaptation, il a consulté un psychiatre. Le spécialiste estime que Christian a développé un trouble de la personnalité antisociale, qui aurait pu se manifester dans le contexte de l'indifférence de ses parents ou de leur comportement cruel. Cependant, il n'y avait pas de conditions préalables de telle déduction. Il est possible que le trouble soit apparu pour d'autres raisons, à la suite de chocs émotionnels ou d'une rébellion passagère aiguë. Quoi qu'il en soit, à l'âge de 18 ans, Christian a été libéré de la tutelle des services de l'État. Le jeune homme quitte immédiatement le domicile de ses parents et se retrouve chez Géraldine Loy, dont il fréquente la petite fille, Mélissa. Même après la rupture, il passe un temps suspect avec elle. Plus près du dénouement tragique, Christian a trouvé un emploi. Tout cela a conduit le jeune rebelle à la salle d'interrogatoire. La femme avec laquelle il apparaissait sur les images de vidéosurveillance lorsqu'il a payé la carte de la femme assassinée s'appelait Kelly Cifuentes. Il s'avère qu'elle est la mère de son ex-petite amie Mélissa. La femme s'est également présentée au poste pour être interrogée, mais elle a été placée dans un autre bureau afin qu'il ne puisse pas conspirer. Le jeune homme a admis avoir utilisé les cartes de crédit d'autres personnes, mais il a déclaré les avoir trouvées dans un fossé près de la maison de son voisin et ne pas avoir eu d'intention criminelle. Christian a nié être impliqué dans le meurtre. Les détectives ont commencé à insister, essayant de découvrir pourquoi il se trouvait à la maison le jour du meurtre, et cela a fonctionné. À un moment donné, le jeune homme s'est mis à pleurer. Il a avoué qu'il avait tué un homme et qu'il méritait de passer le reste de sa vie en prison. Selon Christian, il avait besoin d'une chose de la part de la femme âgée. Il s'est introduit dans sa maison alors qu'elle n'y était pas. C'est alors qu'il l'a vue revenir par la fenêtre. Le jeune délinquant avait peur qu'elle le dénonce à la police et qu'il retourne en prison. Il s'est donc emparé de la première chose qui lui tombait sous la main. C'était un objet métallique et il a attaqué la voisine dans la cuisine, la frappant à la tête. Selon l'auteur des faits, à ce moment-là, il est tout simplement tombé dans la réalité et ne s'est souvenu de rien. Il ne s'est réveillé que lorsque quelque chose dans ses mains a broyé la gorge de la victime. Il l'a serré aussi fort qu'il le pouvait, même s'il était évident que la femme, qui était déjà morte, résistait désespérément et que Christian avait reçu une coupure. Après avoir réalisé ce qui s'était passé, il a pris le portefeuille dans le sac de la victime et a quitté précipitamment la maison. Plus tard, l'ADN du tueur et les empreintes de pas retrouvées correspondent. En fuyant la maison, Christian a simplement jeté l'arme du crime. Malheureusement, celle-ci n'a jamais été retrouvée par la suite. Selon les inspecteurs, il semble que le jeune homme ait éprouvé des remords lors de cette confession, mais ce n'était qu'un sentiment éphémère. Le suspect est ensuite redevenu d'une froideur et d'une absence d'émotion effrayante et ne s'est plus senti coupable. Le jeune homme a été arrêté sous l'inculpation de meurtre capital, mais les inspecteurs n'ont pas cru que Christian avait dit ce qu'il avait dit. Il semble qu'il y ait un motif plus fort qui pourrait expliquer l'extrême brutalité du meurtre. Il est resté également à déterminer comment sa compagne, Kelly Cifuentes, une femme de 38 ans dont le tueur avait déjà fréquenté la fille, pouvait avoir quelque chose à voir avec ce qui s'était passé. Elle a insisté lors des interviews sur le fait qu'elle n'avait aucune idée des cartes bancaires utilisées par Christian et qu'elles avaient été volées à la voisine assassinée. Selon elle, le petit ami a dit qu'il s'agissait des cartes de ses parents et la femme n'a pas donné plus de détails. Lorsque la détenue a appris que le tueur avait avoué le crime, elle a semblé choquée, mais ce n'était qu'une première impression. Kelly était manifestement nerveuse et a agi comme si elle en savait beaucoup plus. Malheureusement, il n'y avait aucune raison de la détenir à ce stade, et Kelly a donc été simplement relâchée. Cependant, elle n'a pas été retirée de la liste des co-conspirateurs probables. Au contraire,
les inspecteurs ont décidé de mieux comprendre son identité. La vie et l'enfance de Kelly C. Fuentes était plutôt ordinaire. Elle a grandi dans une famille aimante, et son futur mari a été rencontré au lycée. C'était son premier amour. Ils se sont mariés rapidement, leur fille aînée Melissa est née, et elle était proche de sa mère, elles étaient comme des amies. Kelly a vécu un mariage heureux, mais à un moment donné, tout s'est effondré. Son mari, Félix, a été accusé d'avoir abusé d'une jeune fille de 16 ans, l'homme a été envoyé en prison. Elle a divorcé. Au même moment, la situation financière de la famille a été complètement détruite. Kelly, femme au foyer, s'est retrouvée sans ressources avec 2 enfants dans les bras. Elle a dû trouver un emploi et s'installer chez sa mère, avec laquelle elle entretenait des relations tendues. C'est une période très difficile de sa vie. Beaucoup de gens ont remarqué que l'état de Kelly allait de plus en plus mal. Elle semblait vouloir fuir la vie et s'oublier. La femme se comportait de manière très infantile, fréquentait assidûment les amis de sa fille, buvait en leur compagnie, se comportait comme leur père. C'est ainsi qu'elle a rencontré Christian lorsque l'écolier avait 14 ans. Elle a continué à communiquer avec lui de manière assez étroite, même après la rupture avec Melissa. Leur propre fille a trouvé leur communication étrange, mais toutes les connaissances de la famille ont été prudentes dans leur jugement. À l'époque, il n'y avait aucune preuve de relation intime entre une adolescente et une femme adulte. En fait, la véritable nature de leur relation n'a été découverte que bien plus tard, en 2009, lorsque Kelly a admis avoir une relation intime avec Christian. Tout a commencé lorsque le jeune homme avait 14 ans et qu'elle en avait 33. À ce moment-là, Christian a rompu avec sa fille et la femme a décidé de ne pas laisser passer l'occasion d'avoir un jeune amant. Elle a facilement réussi à gagner la confiance du jeune homme, qui n'était pas opposé à une liaison avec une femme plus âgée et expérimentée. Cette période a coïncidé exactement avec le moment où les proches du jeune homme ont commencé à remarquer des changements dans son comportement, pour le pire. À un moment donné, sa mère a remarqué une correspondance flirteuse entre un enfant de 14 ans et une femme adulte. Naturellement, elle a tenté d'empêcher l'écolier de communiquer, allant même jusqu'à lui confisquer son téléphone portable. Mais rien n'y fait. Kelly a continué à le rencontrer en secret. Mais le téléphone portable que l'adolescent utilisait pour communiquer confidentiellement avec elle, Kelly a même réussi à le changer. Le téléphone du responsable de l'école de Christian est devenu le sien. Ainsi, lorsqu'il séchait les cours pour sortir avec une femme adulte, c'est elle qui en était informée. Grâce à cela, Kelly a pu écrire une note explicative à la place de sa mère. Lorsque le jeune homme est revenu de l'éducation spécialisée et qu'il est venu chez ses parents, son comportement délinquant est devenu de plus en plus marqué. En l'espace de 3 ans, il a commis des vols à plusieurs reprises, s'est rendu coupable de conduite avec un permis non valide et de plusieurs fraudes financières. Pendant cette période, tout le monde connaissait déjà la relation de ce couple étrange. Mais aucun habitant ne savait que la vérité était en fait la suivante: dans une situation de vie difficile, elle a trouvé son bonheur. Elle aimait s'amuser, danser et aller à des concerts. Elle était folle de ce jeune homme, mais sa fille Melissa était encore mal à l'aise lorsqu'elle observait leur relation. La mère s'en moque. Les parents de Christian essayaient désespérément de faire partie de sa vie, sa mère apportait même périodiquement des provisions à la maison, car elle connaissait leurs difficultés financières. La femme était folle de joie lorsque son fils a enfin trouvé un emploi. Malheureusement, le premier jour où il devait prendre son service, Christian a tué un voisin. Tout cela a été révélé un peu plus tard, lorsque Christian a été interrogé à nouveau, mais à propos d'un autre meurtre. Cela s'est passé dans la même rue. La police a reçu un appel anonyme dans lequel une personne déclarait que Geraldine Loy, la mère de Kelly, était enterrée dans son jardin. C'est l'ex-mari de Kelly, Félix, qui a fait cette déclaration. Il a contacté la police après être sorti de prison en conditionnel et avoir déménagé au Texas. L'homme a décidé de rétablir la relation avec les enfants, en communiquant souvent avec son ex-conjointe par téléphone. Lors d'un de ces épisodes, elle a avoué où se trouvait la mère. Le 22 juin 2007, une équipe de police s'est rendue sur le lieu de l'enterrement probable. Accompagnés de chiens de recherche, ils ont constaté que le sol était perturbé et jonché de branches et qu'une odeur désagréable s'en dégageait. À cet endroit, ils ont pu localiser la dépouille à environ 2 mètres sous terre. Le corps était en état de décomposition avancée et des analyses dentaires ont été nécessaires pour l'identifier.
La victime a été identifiée comme étant Geraldine Lloyd, âgée de 60 ans. Le médecin légiste a pu établir qu'elle avait été assassinée et enterrée au moins 6 mois auparavant. L'écriture des meurtriers était similaire dans les deux cas. La femme a également été victime de multiples traumatismes crâniens. Elle a été tuée par le premier coup, qui était si fort qu'il a écrasé le côté gauche de son crâne, avec des éclats d'obus qui ont lacéré son cerveau. La police a procédé à une perquisition au domicile de Kelly. À l'intérieur, ils ont trouvé la porte de la chambre de la défunte verrouillée par un cadenas. Lorsqu'ils l'ont ouverte, ils ont découvert une scène macabre. La scène de crime était encore couverte de sang, car les tueurs paresseux n'ont pas pris la peine de couvrir leurs traces. Ils n'ont même pas jeté le matelas ensanglanté sur lequel la sexagénaire a été battue à mort, mais l'ont simplement retourné et généreusement recouvert de produits de nettoyage. La police a pu découvrir que le mobile du meurtre de Geraldine était vraisemblablement une question d'argent. Au moment de sa mort, la limite des cartes de crédit de la femme était d'environ 30 000 $. Christian et Kelly auraient décidé de s'emparer frauduleusement de cet argent et auraient également falsifié divers documents et chèques au nom de Geraldine. Lorsque tout cela a été découvert, ils se sont simplement débarrassés de la grand-mère pour ne pas avoir de problème avec la justice. Curieusement, l'argent des cartes de la première victime s'est épuisé à peu près au moment où le meurtre a eu lieu. Il est évident qu'en tuant de cette manière, les auteurs ont tenté de résoudre leurs problèmes financiers. Les enquêteurs ont commencé à chercher à savoir si la petite fille de Geraldine, Melissa, pouvait avoir quelque chose à voir avec les crimes. Ils ont réussi à découvrir qu'avant et après le meurtre de sa grand-mère, Melissa vivait dans sa maison avec son petit ami. Il est évident qu'ils n'ont pas pu ignorer ce qui s'est passé, puisqu'ils ont remarqué l'absence d'un membre de la famille et la terre enfouie. Des preuves indirectes ont été trouvées pour confirmer l'implication de Melissa, notamment l'utilisation des cartes de crédit de sa grand-mère. Il a ensuite été révélé que la jeune fille et son petit ami, Seth, avaient découvert le meurtre quelques heures seulement après qu'il se soit produit. En fait, Kelly leur a tout raconté, mais les a suppliés de se taire. Ils n'ont pas riposté, car ils se sont rendus compte qu'ils s'associaient à de dangereux criminels et qu'ils risquaient de devenir une autre victime. Cependant, rien ne prouve que Melissa et son petit ami aient participé au meurtre. Melissa et son ami n'ont pas été inculpés. Christian a refusé de plaider coupable pour le meurtre de Geraldine, mais a confirmé qu'il avait une relation avec Kelly à l'époque. Celle-ci, à son tour, l'a pointé du doigt. Selon la femme, Christian a tué sa mère pendant que Kelly dormait. La femme a été tellement bouleversée par cette nouvelle qu'elle en a parlé à son ex-mari. Kelly a été arrêtée le 12 février 2008 et inculpée d'association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre au premier degré. Les autorités policières n'ont jamais fait part des preuves spécifiques de sa culpabilité qui ont été trouvées. Mais il est apparu que cette femme pouvait être condamnée à la prison à vie. Le procès de Christian a débuté en 2009. Le jeune homme aurait pu être condamné à la peine capitale, mais il n'a pas plaidé coupable. L'avocat de la défense a invoqué les abus sexuels subis par l'accusé aux mains de Kelly alors qu'il était encore en âge d'aller à l'école. L'avocat de la femme a soutenu que tout était consensuel et que le jeune homme s'était engagé sur la voie de la criminalité avant même ces événements. C'est également au cours du procès qu'ont été annoncés les aveux de Christian concernant le meurtre de son voisin. Des semaines plus tard, après que le jury se soit retiré pour délibérer sur le verdict, il ne lui a fallu que 46 minutes pour rendre un verdict de culpabilité. Les avis sur la peine de mort étaient toutefois partagés. À ce stade de l'audience, l'avocat a réussi à faire pencher la balance en faveur de son client. Pour ce faire, il a fait appel à un expert psychiatrique, qui a décrit Kelly comme un véritable manipulateur, qui a poussé un adolescent innocent sur la voie du crime. Pourtant, tout porte à croire que le jeune homme a commis ses premiers vols à l'âge de 10 ans. C'est ce qu'ont affirmé ses parents. Dès l'âge de 12 ans, il a commencé à commettre régulièrement de tels actes. La démarche de l'avocat du jeune criminel semble avoir fonctionné, mais en vain, car le jury a décidé que Christian méritait une injection létale. Le procès de Kelly n'a pas eu lieu. À la suite d'une négociation de peine, Kelly a été condamnée à 30 ans de prison pour association de malfaiteurs. Elle est devenue éligible à la libération conditionnelle après avoir purgé 7 ans, mais elle n'était pas destinée à sortir de prison. Le 26 mai 2016, Kelly est décédée volontairement en prison. À ce moment-là, il ne lui restait plus qu'un an avant de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle.
Son cas était le 10e en 2 ans dans la prison texane où elle était incarcérée. Certains pensent qu'on l'a aidé à sortir de sa vie. Dans l'attente de l'exécution de sa peine, les avocats de Christian ont déposé de nombreux recours. Le tribunal les a presque tous rejetés, jusqu'à ce qu'un argument de poids soit avancé. Il s'agit du témoignage de l'un des témoins, qui n'avait pas été autorisé à s'exprimer lors de la première audience. Un autre procès a eu lieu, et le jury, dans le cadre d'une nouvelle commission, a écouté un témoin qui a affirmé que Kelly avait non seulement incité son petit ami à commettre un meurtre, mais qu'elle avait également provoqué, dès l'âge de 16 ans, sa dépendance à l'égard de substances illicites. La condamnation à mort a été annulée. Le 2 février 2016, Christian Olson a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Voilà l'histoire.